Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Lénine. Lénine est un révolutionnaire et homme d'État russe né en 1870, de son vrai nom Vladimir Ilitch Ulyanov. Il est celui qui va mener la révolution d'octobre 1917 en Russie, avec son camarade de l'époque Léon Trotsky, révolution dite bolchevique, qui mettra fin à l'empire du Tsar et qui aboutira 5 ans plus tard à la création de l'URSS. Mais si on parle de Lénine sur une chaîne de philosophie, c'est parce que Lénine n'était pas seulement un homme politique, c'était également un intellectuel, un théoricien du communisme, un théoricien de la révolution, mais même un théoricien tout court, puisque pour Lénine, il n'y a pas de politique sans philosophie. Et la philosophie prônée par Lénine, qui servira de socle au projet communiste, vous la connaissez. C'est la philosophie de Marx. Ça me donne l'occasion de rappeler que, contrairement à Lénine, Marx n'était pas lui-même un homme politique. C'était un philosophe, un pur théoricien, si l'on peut dire, et Lénine, c'est celui qui, le premier, va porter les idées de Marx au pouvoir. Il va les porter au pouvoir en les adaptant à la situation russe, qui n'était pas la situation allemande. D'ailleurs, c'est presque un point de désaccord entre Marx et Lénine, puisque Marx pensait que le communisme avait plus de chances de s'établir dans un pays capitaliste, et en l'occurrence, l'Allemagne était un pays capitaliste, que dans un pays comme la Russie, qui fonctionnait encore majoritairement sur une économie de type féodal. En gros, pour Marx, le communisme était le stade qui succédait au capitalisme, alors que pour Lénine, il était possible de passer directement de la féodalité au communisme, de sauter une étape en quelque sorte. Je schématise évidemment, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose de très important, qui est que pour Lénine, le marxisme, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas la vérité sur tableau noir. Le marxisme, c'est un guide de l'action, un guide qui doit tenir compte des spécificités de chaque pays, de la situation économique de chaque pays, et qu'il ne faut pas chercher à absolutiser ou à sacraliser. Et vous allez voir que c'est très important de garder ça à l'esprit pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Mais s'il y a une chose sur laquelle Marx et Lénine étaient parfaitement en accord, c'était le matérialisme. Je rappelle qu'au sens philosophique, être matérialiste, ça ne veut pas dire être attiré par les biens matériels. Être matérialiste, ça veut dire considérer que le monde est matière, que tout est matière, qu'il n'y a pas d'un côté la matière et d'un autre côté les idées. Ça, c'est ce qu'on appelle du dualisme. Or, le matérialisme est un monisme. La matière et les idées ne font qu'un. Les idées sont le produit, elles sont l'émanation de rapports matériels, des rapports de production, des rapports de classe, des rapports sociaux. On a la conscience de sa situation matérielle, nous dit Marx. Même si dans les faits, c'est toujours un peu plus complexe. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas comprendre le projet révolutionnaire de Lénine si on ne comprend pas en quoi ce projet révolutionnaire est soutenu par une vision matérialiste du monde. Et dans une vision matérialiste, c'est le concret qui gouverne, pas l'abstraction, pas l'idéal, pas les espoirs. Le marxisme, c'est pas la théorisation d'un espoir, c'est l'analyse du réel. C'est l'analyse des dynamiques concrètes qui déterminent le devenir concret. Et pour Lénine, c'est ce qui justifie que le marxisme soit considéré comme une science, parce que ça permet d'expliquer des situations concrètes et donc de travailler à créer des situations concrètes. Le marxisme, c'est le contraire d'une utopie, parce qu'une utopie, c'est une abstraction pure. Or, ce ne sont pas les abstractions qui gouvernent, c'est le concret. Et vous allez voir que ça aussi, c'est très important de le comprendre. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la pensée de Lénine, puisqu'il a une œuvre assez conséquente. D'ailleurs, certains de ses ouvrages abordent des questions assez pointues. On pourra citer par exemple
matérialisme et empiriocriticisme, dans lequel Lénine critique l'idéalisme subjectif. On en parlera peut-être dans un futur épisode. Mais aujourd'hui, j'ai choisi un angle beaucoup plus accessible et d'une certaine manière beaucoup plus actuel, qui est la critique que fait Lénine du gauchisme. Et vous allez voir que sa critique du gauchisme en dit beaucoup plus sur sa vision du monde qu'on pourrait le penser a priori. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur son livre publié en 1920, donc 3 ans à peine après la révolution bolchevique, et qui s'intitule « La maladie infantile du communisme, : le gauchisme ». Alors là, il va falloir apporter quelques clarifications préalables, parce que sinon, on risquerait de ne pas comprendre ce que nous dit Lénine. Aujourd'hui, quand on parle de gauchisme, c'est généralement une manière de critiquer moqueusement les idées de la gauche. Et la plupart du temps, qui utilise le mot gauchiste, ce sont les gens de droite. Le pendant du gauchiste étant le droitard. Le droitard, c'est la personne de droite vue par la personne de gauche. Et le gauchiste, c'est la personne de gauche vue par la personne de droite. Mais d'une certaine manière, ça va pas plus loin. Quand je dis ça va pas plus loin, je veux dire, il n'y a pas une signification philosophique derrière ces qualificatifs. Ils servent juste à signifier notre mépris. Notre mépris pour ceux qui défendent des idées qu'on combat, et inversement. Sachant que le propre du militant, c'est de considérer tout ce qui ne pense pas comme lui, comme quelqu'un qui pense le contraire de lui. Donc tout ce qui n'est pas de droite est un gauchiste, tout ce qui n'est pas de gauche est un droitard. C'est symétrique. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé que Lénine n'était pas de droite. Il était communiste. Alors certes, le communisme, ce n'est pas la gauche, au sens où il y a une gauche socialiste, une gauche anarchiste, une gauche social-démocrate. Il y a une gauche écologiste, une gauche laïque, bref, la gauche comme la droite, ce sont des constellations. Et réduire la gauche au communisme, ou mettre un signe égal entre ces deux termes, c'est pas rigoureux. De la même façon que réduire la droite au libéralisme économique, ou la réduire au conservatisme, ça marche pas. La droite monarchiste n'est pas la droite libérale, qui n'est pas la droite nationaliste, qui n'est pas la droite néopaganiste. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que tout ça est globalement la même chose, mais en interne, les divergences sont réelles. Donc je disais, Lénine n'était pas de droite, il était communiste. Mais sauf qu'au sein du mouvement communiste, il y avait plusieurs tendances, plusieurs branches. Par exemple, Lénine faisait partie de la branche bolchevique. Bolchevique en russe, ça veut dire majoritaire. Et les bolcheviks étaient des élitistes, au sens où ils pensaient que le parti devait être composé de militants formés et disciplinés, ce que Lénine appelait une avant-garde révolutionnaire. Et à l'opposé des bolcheviks, il y avait les mencheviks. Et les mencheviks étaient pour une organisation plus souple, plus ouverte, plus démocratique. Et de la même façon qu'il y avait les bolcheviks et les mencheviks, il y avait au sein du mouvement communiste, ou plutôt devrais-je dire, aux extrémités du mouvement communiste, une aile gauche et une aile droite. Alors ça peut sembler bizarre de parler d'une aile droite du communisme, parce que ces deux mots résonnent comme un oxymore, mais pour Lénine, ça désignait quelque chose. L'aile droite du communisme, c'est ce que Lénine appelle les opportunistes. Et les opportunistes, en gros, ce sont les communistes qui ont renoncé à faire la révolution. Ce sont les communistes modérés, les réformistes. Être réformiste, c'est être pour une transformation graduelle de la société. Les opportunistes, ce sont les communistes qui ne veulent pas faire de vagues. Mais sauf qu'être communiste et ne pas vouloir faire de vagues, c'est incompatible. Et la seule chose que vont réussir à faire les opportunistes, si on les laisse prendre l'ascendant sur le mouvement communiste, c'est faire échouer la révolution. Donc c'est ça, l'aile droite du communisme selon Lénine, les opportunistes. Mais le problème ne vient pas seulement de cette aile droite du communisme. Il vient aussi de son aile gauche,
de ce que Lénine appelle donc les gauchistes. Parce qu'autant les communistes de droite, tout le monde voit bien que ce sont des vendus. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il suffit de les écarter. Autant les communistes de gauche représentent un risque beaucoup plus sournois, moins immédiatement visible. Mais ils sont d'autant plus dangereux pour la cause qu'ils semblent totalement investis pour la cause. Trop investis. Mal investis. Le gauchisme, c'est la déviation extrémiste du communisme. C'est une conception dogmatique et caricaturale du communisme. C'est un rapport immature au communisme. Et donc, tout l'enjeu de cet épisode, ça va être d'expliquer ce que veut dire avoir un rapport immature au communisme, d'expliquer en quoi ce rapport immature est un obstacle au communisme sérieux, et en quoi, finalement, les gauchistes sont les ennemis de la révolution. On l'a dit tout à l'heure, l'aile droite du communisme, ce sont les opportunistes. En France, par exemple, ce sont les anciens léninistes ou les anciens trotskistes devenus cadres du Parti socialiste. Lionel Jospin a commencé à militer sous la bannière trotskiste avant de devenir secrétaire général du Parti socialiste. Julien Drey était un ancien membre de la Ligue communiste révolutionnaire, devenu lui aussi un membre influent du Parti socialiste. La trajectoire la plus emblématique étant celle de Daniel Cohn-Bendit, figure libertaire des mouvements de mai 68, devenu soutien déclaré du candidat Macron en 2017. Il ne s'agit pas de faire dans l'ad hominem, il s'agit d'illustrer de manière concrète, puisque c'est le mot d'ordre de Lénine, la déviation opportuniste de certains militants communistes. Et vous aurez remarqué que cette dérive vers la droite, c'est-à-dire vers un socialisme non plus révolutionnaire mais réformiste, voire carrément vers plus de socialisme du tout, elle est toujours justifiée par le même argument, qui est l'argument du pragmatisme. On intègre un parti modéré, un parti qui finalement ne va rien changer à l'appareil de production, un parti qui va faire un peu de social pour compenser la structure fondamentalement antisociale du capitalisme, mais un parti qui nous offre au moins une chance de remporter les élections et de gratter un petit poste d'élu au passage. C'est ça, la déviation opportuniste dont parle Lénine. Et donc à l'opposé, à l'aile gauche du communisme, on a la déviation inverse. Non plus l'opportunisme, non plus le pragmatisme, mais au contraire, le purisme, l'idéalisme. Le gauchiste, c'est un communiste idéaliste. Et qu'est-ce qui caractérise le communiste idéaliste ? C'est l'allergie au compromis. C'est le refus, par principe, de tout compromis. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est le par principe. Parce que par principe, ça veut dire indépendamment de la réalité. Le gauchiste, c'est un communiste qui fait passer les principes avant la réalité. C'est ça l'idéalisme. Le fait d'accorder plus de valeur à des idéaux, autrement dit à des abstractions, qu'à la réalité concrète. L'idéalisme en philosophie, c'est par exemple la morale de Kant. La morale de Kant qui nous dit qu'il ne faut jamais mentir, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte. Ce que Péguy résumait en disant « La morale de Kant a les mains pures, mais elle n'a pas de main. Elle n'a pas de main, sous-entendu, elle n'est pas en contact avec la réalité. Elle n'a pas de prise sur la réalité. » Et ne pas avoir de prise sur la réalité, quand on se dit révolutionnaire, c'est pas possible. Mais sauf que ça, le gauchiste s'en moque. Il s'en moque pour la simple et bonne raison que son but réel n'est pas la révolution, mais la satisfaction d'être pur. Or, le compromis, c'est ce qui salit notre idéal. C'est ce qui souille notre idéal. Il y a dans le gauchisme une dimension quasiment religieuse, une sacralisation des idéaux. Le gauchiste, c'est celui pour qui tout compromis est un blasphème. C'est celui pour qui
tout écart par rapport au dogme est une hérésie. Et donc concrètement, le gauchiste, c'est celui, par exemple, qui est contre la participation aux élections. Parce que les élections, c'est bourgeois. C'est celui qui est contre le fait de siéger au Parlement. Parce que le Parlement, c'est bourgeois. Qui est contre le fait d'intégrer les syndicats. Parce que les syndicats, c'est réactionnaire. C'est rempli de réactionnaires. Et on ne se mélange pas avec les réactionnaires. On les élimine. Les gauchistes ont une vision hygiéniste de la politique. Précisément parce que leur objectif est la pureté. Donc au lieu de batailler avec ceux qui ne partagent pas leurs idées, ce qui est le principe même du militantisme, ils vont les mettre en quarantaine pour éviter la contagion, la contamination. Sans se dire qu'en faisant ça, ce sont eux qui se mettent en quarantaine, qui s'isolent du reste de la société. Et sans voir que la contagion, ça va dans les deux sens. Si les réactionnaires peuvent propager leurs idées, pourquoi les militants communistes ne le pourraient-ils pas? Et est-ce que c'est pas justement leur rôle de propager leurs idées? Pas d'avoir peur des idées des autres. Pas de laisser le champ libre aux idées des autres. Les gauchistes ont une conception négativiste du militantisme. Ils cherchent moins à faire avancer leur cause qu'à enfermer cette cause dans une bulle et à en exclure tous ceux qui ne seraient pas assez purs. C'est un phénomène répandu, la pureté militante. L'idée qu'il faut combattre non pas les adversaires politiques, mais les alliés politiques qui ne sont pas assez purs, pas assez conformes à la ligne. Aujourd'hui, on dirait problématique, confus, complaisant. Complaisant avec qui? Avec les réactionnaires, avec les bourgeois, avec tous ceux qui ne sont pas déjà acquis à leur cause. Autant les communistes de droite sont des opportunistes, autant les communistes de gauche sont des anti-opportunistes et même des anti-opportunités. Ils refusent toute opportunité de faire avancer leur cause si les conditions de ces opportunités ne sont pas déjà favorables à leur cause. Ce qui n'a proprement aucun sens. Parce que ça revient à dire, nous refusons d'agir pour faire évoluer la société dans la direction de nos idées. Mais alors dans ce cas, pourquoi militer? Pourquoi militer si c'est pour refuser d'influencer ceux qui pensent différemment? Le militantisme, c'est l'influence. Et par définition, on ne peut influencer que ceux qui ne sont pas déjà acquis à nos idées. Militer entre militants, c'est stupide. Convaincre des convaincus, c'est stupide. C'est stupide parce que c'est stérile. La politique, ce n'est pas l'art de la stérilité. Ce n'est pas l'art de l'immobilité. C'est l'art de la transformation. C'est l'art de renverser des situations défavorables en situations favorables. La politique, c'est pas jouer à qui sera le dernier à être resté pur. Parce que la réalité n'est pas pure. Nous-mêmes, en tant qu'individus, nous ne sommes pas purs. Nos idées évoluent. Notre perception évolue. Et on ne sait pas toujours soi-même ce qu'on pense exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'exclure soi-même. S'annuler soi-même. Les gauchistes l'ignorent peut-être, mais avant d'être un communiste révolutionnaire, Lénine était un fils de bonne famille, anobli par le tsar, favorable aux idées libérales. Lénine a même été pendant quelques années exploitant agricole, avec de la main-d'œuvre qui travaillait pour lui. Pas très communiste tout ça. Bah oui, parce que on peut être un révolutionnaire communiste et avoir ou avoir eu des activités en contradiction avec notre engagement futur. Ça s'appelle le paradoxe, ça s'appelle l'évolution, ça s'appelle la vie, ça s'appelle le réel. Encore et toujours le réel. Si Lénine n'avait pas été influencé dans ses idées par des écrivains ou par des militants qui n'étaient certainement pas purs, mais qui lui ont permis de comprendre certaines choses qu'il n'avait pas comprises, il n'aurait pas évolué.
Il aurait peut-être fini sa vie comme rentier agricole. Mais au lieu de ça, il a mené la révolution d'octobre. Et il a créé le premier État communiste de l'histoire du monde. Le gauchiste, c'est celui qui aurait refusé de parler à Lénine avant que Lénine ne soit un révolutionnaire. Peut-être même après. Bref, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que c'est pas comme ça qu'on transforme la société. C'est pas en refusant d'y prendre part, en refusant de se salir ou d'être importuné par des idées qui ne sont pas les nôtres. Puisque c'est précisément ce qui nous dérange dans la société qui nous pousse à devenir militants. Comment peut-on à la fois vouloir transformer la société et s'interdire de la transformer au motif qu'elle est infréquentable? Ça tient pas debout. Et c'est pour ça que Lénine nous dit que c'est une position idéaliste. Ce qu'on appelle une posture. Une esthétique révolutionnaire en lieu et place d'une pratique révolutionnaire. Quand on lutte, on est en contact. En contact avec son adversaire. On ne refuse pas un combat sous prétexte qu'on est contre son adversaire. On accepte le combat justement parce que le principe du combat, c'est d'être contre son adversaire. Et c'est ça qui fait que la politique est structurellement incompatible avec l'idéalisme. A fortiori le communisme. Donc si on résume, le gauchisme, c'est un idéalisme communiste. L'idéalisme est incompatible avec la politique, il est incompatible avec le communisme. Conclusion, les gauchistes sont les ennemis de la révolution. Dans un précédent épisode, on a parlé de Bakounine. Bakounine n'était pas communiste, il était anarchiste, mais sur le plan philosophique, il a un point d'accord fondamental avec Lénine. Ce point d'accord, c'est que seul le matérialisme peut conduire à la révolution des travailleurs, et qu'au contraire, l'idéalisme est du côté du pouvoir. Un idéal, c'est une idée érigée en réalité transcendante. C'est une idée absolutisée et dont on pense ou dont on voudrait qu'elle gouverne la réalité matérielle. En clair, c'est une illusion. Le gauchisme, c'est l'illusion qui consiste à croire que la révolution pourrait advenir sans les conditions de la révolution. C'est l'illusion qui consiste à croire que le prolétariat pourrait se soulever de lui-même, par une sorte de mouvement spontané. Or, ce qu'a bien compris Lénine, et c'est en cela que sa réflexion prolonge le marxisme, c'est que la clé de voûte de la révolution prolétarienne, c'est la conscience de classe. Le prolétariat se soulèvera le jour où il aura accédé à la conscience de classe. Là encore, je vous renvoie à mon épisode sur le sujet, mais pour faire simple, la conscience de classe, c'est le fait non seulement d'être conscient d'appartenir à une certaine classe sociale, d'être conscient de ses intérêts en tant que membre de cette classe, et partant de là, de convertir cette conscience de classe en pratique de classe. Autrement dit, la conscience de classe, c'est pas une fin en soi. C'est pas juste être conscient pour être conscient. C'est être conscient pour agir dans le sens de ses intérêts. En l'occurrence, pour le prolétariat, organiser la révolution. La bourgeoisie est une classe qui a tendanciellement davantage de conscience de classe que le prolétariat, étant donné que c'est elle qui a le pouvoir, et que quand on a le pouvoir, on est conscient d'avoir un intérêt à le conserver. Donc on s'organise pour le conserver, voire pour l'étendre toujours plus. Le capitalisme trouve son prolongement dans l'impérialisme, nous dit Lénine. Mais le prolétariat, lui, a plus difficilement accès à la conscience de classe, précisément parce que l'idéologie dans laquelle il baigne, l'idéologie de la société capitaliste, c'est une idéologie au service de la classe capitaliste. C'est une idéologie qui légitime le pouvoir capitaliste, via l'information, via la culture, via les lois. Et donc le but de la bourgeoisie, c'est que le prolétariat n'accède pas à la conscience de classe pour que finalement il n'ait non seulement pas de projet, mais même pas d'idée révolutionnaire. Et c'est à ça que sert l'idéologie.
à aliéner la conscience du prolétaire, avec les valeurs promues par la bourgeoisie pour consolider son pouvoir. Par exemple, le légalisme. Je n'ai pas le droit d'enfreindre la loi. Par exemple, le patriotisme. Je dois travailler pour l'économie de mon pays. Ou par exemple, la démocratie. Je dois me soumettre aux résultats des élections. Je précise que contrairement à ce que certains croient, justement parce qu'il y a une confusion entre gauche et communisme, le communisme de Lénine ne prône pas du tout la démocratie. Au sens où la démocratie, c'est une mascarade. C'est une imposture de la démocratie réelle. Il reprend en cela la critique que faisait déjà Marx de la démocratie, qui explique bien que la démocratie formelle n'est pas la démocratie réelle. La démocratie formelle, c'est quand on vote. La démocratie réelle, c'est quand le vote n'est pas influencé idéologiquement par la classe dominante. La démocratie formelle, c'est quand il y a des lois. La démocratie réelle, c'est quand ces lois s'appliquent à tout le monde et protègent tout le monde. Je ferme la parenthèse. Donc la conscience de classe, c'est la clé. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que ça veut dire que si on refuse par principe certaines opportunités de créer de la conscience de classe, c'est-à-dire de convaincre les prolétaires qu'il est dans leur intérêt de rejoindre la lutte, de rejoindre le projet révolutionnaire communiste, si on refuse ces opportunités, on fait une croix sur la révolution, puisqu'on fait une croix sur la conscience de classe. Pour Lénine, il n'y a pas de bons moyens ou de mauvais moyens en soi. Il y a des moyens plus ou moins efficaces dans la pratique. Et c'est la pratique qui compte. Le concret. Si on refuse de participer aux élections, c'est une occasion en moins de diffuser nos idées. Donc une occasion en moins de favoriser la révolution. Si on refuse de siéger au Parlement, c'est une occasion en moins de représenter nos idées. Donc une occasion en moins de favoriser la révolution. Si on refuse d'intervenir dans les syndicats, sous prétexte que les syndicats seraient aux mains des réactionnaires, c'est une occasion en moins de faire changer d'avis les ouvriers. Donc, vous avez compris. Le gauchisme est un frein à la révolution parce que le gauchisme est un refus de comprendre quelque chose d'éminemment simple, qui est que la politique est un rapport de force. Et que pour remporter une victoire politique, il faut commencer par occuper le terrain politique. On ne gagne pas un match si on ne le joue pas. Autrement dit, si on n'est pas sur le terrain. La réalité ne fonctionne pas comme ça. Mais sauf que le gauchiste est dans la négation de la réalité. Il ne veut pas voir la réalité. Il ne veut voir que ce que devrait être la réalité. Et donc si Lénine qualifie le gauchisme de maladie, c'est à double titre. Premièrement, parce que le gauchisme est nuisible à la cause, il est nuisible à la révolution, et deuxièmement, parce que le gauchisme est un déni de la réalité. Mais pourquoi maladie infantile ? Infantile parce que, comme on le disait tout à l'heure, et je pense que tout le développement qu'on vient de faire le démontre assez bien, le gauchisme témoigne d'une vision immature de la réalité. Immature au sens où on se plaint du fait que la réalité ne se comporte pas comme on voudrait qu'elle se comporte. Immature au sens où on croit qu'il suffirait de vouloir qu'une chose arrive pour qu'elle arrive. Et qu'ensuite on se lamente parce qu'elle n'est pas arrivée. Ben oui. Comment tu voulais que ça arrive si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire pour que ça arrive ? Vous savez, quand on est enfant ou quand on est adolescent, pas systématiquement, mais assez souvent quand même, on vit dans une bulle. Une bulle d'inconscience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de ce qu'impliquent certaines choses concrètes. On vit chez ses parents, ce sont eux qui nous entretiennent financièrement, ce qui veut dire finalement que tout est gratuit. Le logement, la nourriture, les loisirs. Ce que l'adolescent achète, il l'achète avec son argent de poche, ou avec l'argent de son anniversaire, ou de Noël. Donc dans tous les cas, avec de l'argent qu'on lui a donné.
pas avec de l'argent qu'il a gagné, avec sa force de travail. Ce qui veut dire que pour l'adolescent, les choses concrètes ont une origine abstraite. Le steak qui est dans son assiette, il est concret. Mais ce qu'il a fallu faire pour qu'il se retrouve dans son assiette, pour qu'il puisse le savourer, c'est abstrait pour lui. Et c'est normal que ce soit abstrait, puisque par définition, on ne prend conscience de l'origine et de la valeur concrète des choses qu'à deux occasions. Quand on en est privé, et quand on doit se le procurer par soi-même. C'est pour ça que la privation est une des modalités de la punition. On prive de dessert, on prive de téléphone, non pas pour le plaisir de priver, non pas pour le plaisir de faire souffrir, mais parce que la souffrance, c'est le moyen de la prise de conscience. De la prise de conscience de la valeur de ce qu'on a. L'autre modalité de la punition étant l'obligation. On oblige l'enfant à faire quelque chose, à faire une tâche, donc à produire un travail, un effort, pour qu'une connexion mentale s'établisse entre l'effort et la récompense, pour qu'il prenne conscience de l'origine concrète des choses, pour qu'il prenne conscience que tout ne lui est pas dû. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que l'inconscience est le résultat de l'inexpérience. Car c'est par l'expérience qu'on réalise toutes les contraintes qui séparent un désir de sa réalisation. C'est par la pratique que nos idées se mettent au diapason de la réalité. C'est l'expérience du concret qui détermine la conscience du concret. Première leçon du matérialisme. Quand l'adolescent voit ses parents, il voit des gens qui ont de la chance. Parce qu'ils sont libres. Libres de faire tout ce qu'ils veulent. De sortir quand ils veulent. De se coucher quand ils veulent. Ils n'ont pas de devoir de maths à rendre. Ils n'ont pas de contrôle d'histoire géo à préparer. Le rêve. Oui, effectivement, c'est un rêve. C'est un rêve au sens où croire ça, c'est du rêve. C'est une illusion. Parce que la réalité derrière la surface visible, c'est qu'ils ont des contraintes largement supérieures à celles de l'adolescent. Qu'ils doivent assumer des choses dont n'a pas conscience l'adolescent. Justement parce qu'il en est préservé. Comme je le disais tout à l'heure, pour l'adolescent, avoir à manger dans l'assiette, c'est un peu le minimum. Pour ses parents, c'est de l'argent. C'est du travail. C'est faire la cuisine. C'est faire les courses. L'adolescent ne voit pas tout ça. Il ne le verra que quand il sera à leur place. Concrètement à leur place. Quand il sera devenu lui-même adulte. Quand il paiera son propre loyer, sa propre nourriture, ses propres factures. Quand il aura commencé à pratiquer la réalité. Et quand il se sera rendu compte que l'idée qu'il se faisait de la réalité, justement, ce n'était qu'une idée. Et donc, devenir adulte, c'est remplacer progressivement son idée de la réalité par son expérience de la réalité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on cesse d'avoir des exigences irréalistes, des exigences déraisonnables vis-à-vis de la réalité, déconnectées de la réalité. On sait que les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait qu'elles se passent. On sait qu'il y a un fossé entre nos ambitions et les moyens de nos ambitions. On devient lucide. Le gauchisme, c'est une absence de lucidité politique. Ce qui est ironique dans ce portrait psychologique du gauchiste qu'on vient de dresser, c'est que finalement, la mentalité du gauchiste, c'est une mentalité bourgeoise. Pourquoi c'est une mentalité bourgeoise ? Parce que c'est une mentalité qui consiste à vouloir les résultats sans les contraintes, à vouloir que la réalité s'adapte à nos caprices, sans voir qu'un monde dans lequel tout le monde voudrait satisfaire ses caprices, c'est un monde qui ne peut pas exister. Il y a des privilèges parce qu'il y a des gens qui travaillent pour nous donner ces privilèges, ou plutôt, auxquels on extorque nos privilèges. Comme le bourgeois, le gauchiste attend que ce soit les autres qui fassent le travail à sa place. Puisqu'on l'a dit, il ne veut pas se salir les mains. Tout ce qu'il veut, c'est se sentir supérieur à ceux qui se salissent les mains. Exactement comme le bourgeois avec le prolétaire. Le bourgeois
méprise le prolétaire, mais il est quand même bien content que le prolétaire soit là pour faire les basses besognes, celles qu'il n'est pas capable de faire par lui-même. Et donc, comme le bourgeois, le gauchiste veut les conséquences sans les causes. Il veut les effets sans les efforts. Il croit que tout lui est dû, et que le monde en a quelque chose à faire de ce qu'il pense. Le monde n'en a rien à faire de ce qu'il pense, parce que le monde n'obéit pas à la loi de l'idéalisme bourgeois. Il n'obéit pas à la loi du caprice, du décret, du vœu pieux. Il obéit à la loi du travail, des actes. Il obéit à la loi du concret. Donc finalement, ce que fait Lénine à travers son livre, c'est qu'il recadre l'idéalisme naïf de ses enfants politiques. Parce qu'ils ne savent pas encore de quoi ils parlent. Comme l'adolescent ne sait pas encore de quoi il parle quand il dit qu'il préférait être à la place de ses parents. Le gauchiste est un puceau du réel. Il idéalise. Et il prend ses fantasmes pour la réalité. Il a besoin d'expérience pour comprendre que la réalité est beaucoup moins romantique que l'idée qu'il s'en fait. Le gauchisme est une maladie infantile, au sens où le gauchisme est une illusion adolescente. Un défaut d'expérience érigé en pureté. Raison pour laquelle, nous dit Lénine, le remède au gauchisme réside dans la combinaison de deux choses, le temps et l'expérience. Le temps rempli par l'expérience. Le gauchiste se croit pur, il veut rester pur, parce qu'il ignore qu'il a besoin d'être déçu par la réalité pour commencer à comprendre comment fonctionne la réalité. Au départ, sa déception le mettra en colère. Il maudira la réalité. Il maudira la société. Parce que la société est réactionnaire. Il maudira le gouvernement. Parce que le gouvernement est bourgeois. Il maudira ses camarades. Parce que ses camarades sont corrompus. Et il maudira Lénine parce qu'il le met en face de la réalité. Pour Lénine, les gauchistes confondent détermination et agitation. Ils confondent radicalité et impulsivité. Et ils tentent de compenser leur inexpérience par de l'énervement, par des gesticulations, par de l'agressivité. Ils partent en croisade sans savoir comment on tient une lance. Et ils traitent tous ceux qui ont appris à manier une lance de corrompus, de mous, de traîtres. Ce qui anime le gauchiste, ce n'est pas la raison, mais la passion. Une passion incontrôlée, qu'il prend pour de la radicalité, sans voir qu'elle est un obstacle à la radicalité, parce qu'elle est un obstacle à la transformation de la société. Je cite. Il y a compromis et compromis. Il faut savoir analyser la situation et les conditions concrètes de chaque compromis ou de chaque variété de compromis. Il faut apprendre à distinguer entre l'homme qui a donné aux bandits de l'argent et des armes pour diminuer le mal causé par ces bandits et faciliter leur capture et leur exécution, et l'homme qui donne aux bandits de l'argent et des armes afin de participer au partage de leur butin. En politique, la chose est loin d'être toujours aussi facile que dans mon exemple d'une simplicité enfantine. Mais celui qui s'aviserait d'imaginer pour les ouvriers une recette offrant d'avance des solutions toutes prêtes pour toutes les circonstances de la vie, ou qui assurerait que dans la politique du prolétariat révolutionnaire, il ne se rencontrera jamais de difficultés ni de situations embrouillées, celui-là ne serait qu'un charlatan. Faire la guerre pour le renversement de la bourgeoisie internationale, guerre 100 fois plus difficile, plus longue, plus compliquée que la plus acharnée des guerres ordinaires entre États, et renoncer d'avance à louvoyer, à exploiter les oppositions d'intérêts, fussent-elles momentanées, qui divisent nos ennemis, à passer des accords et des compromis avec des alliés éventuels, fussent-ils temporaires, peu sûrs, chancelants, conditionnels, n'est-ce pas d'un ridicule achevé? N'est-ce pas quelque chose comme de renoncer d'avance, dans l'ascension difficile d'une montagne inexplorée et inaccessible jusqu'à ce jour, à marcher parfois en zigzag, à revenir parfois sur ses pas, à renoncer à la direction une fois choisie pour essayer des directions différentes. Et des gens manquant à ce point de conscience et d'expérience
Encore si leur jeunesse en était la cause. Les jeunes ne sont-ils pas faits pour débiter un certain temps des bêtises pareilles, ont pu être soutenus, de près ou de loin, de façon franche ou déguisée, entièrement ou en partie, il n'importe, par certains membres du Parti communiste hollandais. On ne peut triompher d'un adversaire plus puissant qu'au prix d'une extrême tension des forces et à la condition expresse d'utiliser de la façon la plus minutieuse, la plus attentive, la plus circonspecte, la plus intelligente, la moindre fissure entre les ennemis, les moindres oppositions d'intérêts entre les bourgeoisies des différents pays, entre les différents groupes ou catégories de la bourgeoisie à l'intérieur de chaque pays, aussi bien que la moindre possibilité de s'assurer un allié numériquement fort, fût-il un allié temporaire, chancelant, conditionnel, peu solide et peu sûr. Qui n'a pas compris cette vérité n'a compris goutte au marxisme, ni en général au socialisme scientifique contemporain. Qui n'a pas prouvé pratiquement, pendant un laps de temps assez long et en des situations politiques assez variées, qu'il sait appliquer cette vérité dans les faits, n'a pas encore appris à aider la classe révolutionnaire dans sa lutte pour affranchir des exploiteurs toute l'humanité laborieuse. Le capitalisme ne serait pas le capitalisme si le prolétariat pur n'était entouré d'une foule extrêmement bigarrée de types sociaux marquant la transition du prolétaire au semi-prolétaire, à celui qui ne tire qu'à moitié ses moyens d'existence de la vente de sa force de travail, du semi-prolétaire au petit paysan et au petit artisan dans la ville ou à la campagne, au petit exploitant en général, du petit paysan au paysan moyen, si le prolétariat lui-même ne comportait pas de division en catégories plus ou moins développées, groupes d'originaires, professionnels, parfois religieux. D'où la nécessité absolue pour l'avant-garde du prolétariat, pour sa partie consciente, pour le Parti communiste, de louvoyer, de réaliser des ententes, des compromis avec les divers groupes de prolétaires, les divers partis d'ouvriers et de petits exploitants. Le tout est de savoir appliquer cette tactique de manière à élever et non à abaisser le niveau de conscience générale du prolétariat, son esprit révolutionnaire, sa capacité de lutter et de vaincre. Notons d'ailleurs que la victoire des bolcheviks sur les mencheviks a exigé, non seulement avant, mais aussi après la révolution d'octobre 1917, l'application d'une tactique de louvoiement, d'entente, de compromis, de celles et de ceux, bien entendu, qui pouvaient faciliter, hâter, consolider, renforcer la victoire des bolcheviks aux dépens des mencheviks. Les démocrates petits bourgeois, les mencheviks y compris, balancent forcément entre la bourgeoisie et le prolétariat, entre la démocratie bourgeoise et le régime soviétique, entre le réformisme et l'esprit révolutionnaire, entre l'ouvriérisme et la crainte devant la dictature du prolétariat. La juste tactique des communistes doit consister à utiliser ces hésitations, et non point à les ignorer. Or, les utiliser, c'est faire des concessions aux éléments qui se tournent vers le prolétariat et n'en faire qu'au moment et dans la mesure où ils s'orientent vers ce dernier, tout en luttant contre ceux qui se tournent vers la bourgeoisie. Grâce à l'application de cette juste tactique, le menchevisme s'est de plus en plus disloqué et se disloque chez nous, isolant les chefs qui s'obstinent dans l'opportunisme et amenant dans notre camp les meilleurs ouvriers, les meilleurs éléments de la démocratie petite bourgeoise. C'est là un processus de longue haleine, et les solutions à tir rapide, jamais de compromis, jamais de louvoiement, ne peuvent qu'être préjudiciables à l'accroissement de l'influence du prolétariat révolutionnaire et à la montée de ses effectifs. Le plus strict dévouement aux idées du communisme doit s'allier à l'art de consentir tous les indispensables compromis pratiques, louvoiements, zigzags, manœuvres de conciliation et de retraite, afin de choisir de façon judicieuse le moment où la dislocation sera la plus grande entre tous ces soutiens de la sacro-sainte propriété privée, pour les battre tous par une attaque décisive du prolétariat et conquérir le pouvoir politique. En politique, il y a deux types de critiques. Les critiques externes et les critiques internes. Les critiques externes sont celles qui proviennent du camp adverse. Et elles ont généralement pour cible le public. On explique au public en quoi le camp d'en face a tort et en quoi
nous avons raison. L'objectif est de détruire. Les critiques internes ne s'adressent pas au public. Elles s'adressent à la portion de notre camp dont on estime qu'elle pénalise le camp, qu'elle joue contre son camp, soit par ses défauts, soit par ses excès. Et on espère ainsi corriger ce qui ne va pas, pour avancer plus efficacement. L'objectif est de reconstruire. La critique du gauchisme par Lénine est au croisement des deux. Elle s'adresse à une partie de son camp, mais elle s'adresse aussi au public, comme pour mieux avertir tout le monde. Le gauchisme, ce n'est pas le communisme. Pour nous, révolutionnaires, la politique, c'est sérieux. Et les enfantillages, le romantisme, l'excès, ce n'est pas pour nous. Chez de nombreux militants politiques, l'excès est monnaie courante. Faire preuve de nuance, de pondération, de compréhension, c'est déjà trahir. Or, Lénine nous invite à comprendre que la radicalité, c'est très bien, mais qu'il ne faut pas confondre la radicalité avec l'extrémisme ou avec le dogmatisme. Que le but du militantisme, c'est de convaincre, et que, quand il s'agit de convaincre, il faut appliquer la recommandation de Jacques Bouvresse, subordonner le désir de juger au devoir de comprendre. Convaincre, c'est comprendre. Le dogmatisme, c'est le refus de comprendre. On ne convainc pas en étant dogmatique. On exclut. On ne convainc pas en étant excessif. On effraie. On joue contre son camp. Car même quand il s'agit de révolution, l'excès ne vaut pas mieux que le manque. Il permet simplement de se donner des raisons d'avoir échoué. Je vous remercie.